La série Silo est-elle finalement la masterclass que j'avais anticipée? Salut et bienvenue sur Anakaland. Après le 10e et dernier épisode de la première saison de Silo, il est temps pour un petit bilan de la série que j'avais qualifié de série de l'année juste après les 2 premiers épisodes. Silo, une série produite par Apple TV+, est disponible en France également sur MyCanal qui vient de se terminer en grande pompe. Beaucoup de réponses ont été enfin données et encore plus de questions se posent à présent. L'auteur des livres que la série adapte est également présent sur la production, et il a tout récemment confirmé que l'écriture de la saison 2 s'était achevée avant le début de la grève des scénaristes aux États-Unis. De plus, la production a déjà commencé, et apparemment le tournage aussi, nous laissant espérer une attente raisonnable avant la sortie de celle-ci sur la plateforme. Cette vidéo bilan de la saison 1 sera également ponctuée de réponses à plusieurs de vos commentaires laissés sur la première vidéo parlant de la série. C'est la première fois que je répondrai à vos commentaires qui sont toujours très respectueux et constructifs. Pour cela, j'en profite pour vous remercier tous, en espérant que vous continuerez à me faire part de votre avis pour les prochaines. De plus, les commentaires sélectionnés seront un excellent moyen de faire avancer les points abordés dans ce bilan de fin de saison, qui sera plein de spoilers, alors gare à vous si vous n'avez pas encore vu les 10 épisodes. Donc sans plus attendre, abonnez-vous à la chaîne, donnez-moi votre avis final sur la série en commentaire, et pensez au petit pouce en l'air qui fait plaisir. Et c'est parti! Cette série était vraiment top. Une quête de vérité sur le destin de cette humanité confinée qui a réellement su me captiver de semaine en semaine. Une ambiance et un univers très riche, permettant une immersion captivante. À mi-chemin entre thriller et récit de science-fiction pure, la série Silo a su m'atteindre en plein cœur. C'est pourquoi, comme l'a très bien dit Jérémy dans son commentaire, cette série était une vraie torture. De devoir attendre une semaine entre chaque épisode pour en découvrir la suite, ce qui est probablement la meilleure manière de confirmer la qualité d'une série. De plus, je confirme ce que j'avais pu dire sur les décors et les costumes, ils participent énormément à cette immersion et à la crédibilité de l'univers. Entre ce silo gigantesque presque écrasant et les vêtements ou objets de tous les personnages faits de récup et rafistolage en tout genre. Ce monde ne produit plus autant de biens basiques de consommation pour sa population et les habitants les moins importants doivent réutiliser tout ce qui leur passe sous la main. Encore un moyen très efficace de créer une scission entre les classes sociales dans le silo et donc de nourrir la série sans avoir à tout expliquer. Et pour ce qui est des acteurs, on a vraiment eu droit à un casting au top. Déjà, les personnages du shérif et sa femme Allison, dont j'avais parlé pour les 2 premiers épisodes, étaient vraiment convaincants. Ils ont su quasiment à eux seuls porter tout le lancement de l'intrigue et les mystères qui l'entouraient. Et c'est la même chose pour les personnages plus secondaires, entre le nouvel assistant de Juliette, à la fois fidèle au texte du pacte presque de manière religieuse, mais dont la fidélité absolue atteint toutefois sa limite quand il est question de son syndrome. En effet, il est atteint d'une forme de trouble psychomoteur, sûrement lié au fait que l'être humain n'est pas censé vivre sous terre. Il suffit de voir sa réaction face au carnet de photos du monde extérieur. Donc un syndrome qui devrait le disqualifier pour tout poste à responsabilité et faire de lui un citoyen de seconde zone. Mais il s'accroche à son sens du devoir, et à un petit complexe de l'imposteur aussi, et il tente au final de faire ce qui est juste. Tout au long de la saison, on l'a vu prendre le chemin de la justice plutôt que celui de l'obéissance, jusqu'à ce qu'il recherche lui aussi la vérité sur Juliette. Concernant les antagonistes, eux aussi sont plutôt bien écrits. On a d'abord les sous-fifres qui obéissent aveuglément, ce qui en fait donc de bons méchants bien débiles, sans humanité, et qui sont bons à être sacrifiés très facilement sur l'autel du soi-disant bien commun. Ensuite vient Robert Smith, le chef du judiciaire qui représente le mal monolithique de la série. Un homme tout puissant au cœur du système qui semble inarrêtable. Mais la saison lui donne toutefois une profondeur et un réel développement psychologique au travers de sa relation avec son père ou encore le reste de sa famille, justifiant ainsi, pour lui, sa façon d'agir. Et le pire d'entre tous, c'est évidemment Bernard, ancien chef du DIT et nouveau maire du silo, qui tout du long tente de nous faire oublier qu'il est un méchant, jusqu'à presque réussir à se faire passer pour un allié de Juliette, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il est en réalité le pire d'entre tous, celui qui tire les ficelles pour cacher la vérité qu'il est le seul à connaître. Assurément, il sera au centre de la suite, et son personnage prendra de plus en plus d'ampleur dans la saison suivante. Surtout qu'à présent, Sims est devenu son ombre, donc il devra lui transmettre tous ses secrets pour qu'il lui succède. La série Silo nous présentait donc un monde aux règles extrêmement strictes, une véritable dictature dans les faits, même si pas en apparence, portée par des personnages aussi crédibles que profonds. Et pour finir là-dessus, je ne vais bien sûr pas oublier Juliette, incarnée par Rebecca Ferguson, que je trouve extrêmement crédible. Pas comme Did 3D ou Dided, qui lui, après seulement 3 ou 4 épisodes, l'a trouvé en surjeu permanent. Alors concernant ton commentaire, déjà j'ai beaucoup aimé le nom, très péremptoire, sans aucune chance de débat. Mais blague à part, personnellement j'ai trouvé l'actrice plutôt habitée par son personnage. Elle incarne très bien cette femme toujours vigilante, avec le stressomètre au max, et qui se doit d'être toujours sur ses gardes. Je la vois presque comme une victime d'un stress post-traumatique lié aux événements, et principalement à la mort de son amant. Je pense ici que le problème vient peut-être du fait qu'aujourd'hui on est trop habitué à avoir des acteurs en carton qui ne savent pas du tout incarner leur personnage. Et donc dès que l'un d'entre eux s'investit vraiment dans son boulot, ça en devient un peu too much. Qu'en pensez-vous ?
Sinon, Georges s'est réellement donné la mort. Chose que Juliette apprend enfin de sources sûres à la fin, en échange de sa capitulation totale. Le but principal de l'héroïne était donc plus que la recherche de la vérité sur le silo, son besoin viscéral de comprendre ce que Georges avait subi. Et Ian Glen, quant à lui, toujours excellent, dans son rôle de docteur et père de Juliette. J'avoue que je ne m'attendais pas à un rôle de complice quand je l'ai aperçu dans la bande-annonce. Je le voyais plus dans un rôle de grand méchant qui aurait agi dans l'ombre à coups de faux-semblants et d'intimidation. Mais au contraire, il s'avère super en tant que père défaillant de l'héroïne et médecin obéissant rongé par le remords. Une belle performance comme attendu. Ce père de Juliette qui apporte une information très intéressante à la fin. La naissance de Juliette était un accident, malgré le programme de contraception. Ce qui en fait une enfant du destin, presque l'objet d'une prophétie. Son existence était nécessaire au changement qu'elle va provoquer. Ensuite, passons à tous les mystères de la série dont on a eu la chance d'avoir quelques petites réponses très subtiles. J'ai par exemple beaucoup aimé le traitement apporté à la peur de l'eau de Juliette. On comprend évidemment que des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de se baigner ont forcément une peur inconditionnelle de la noyade. Cette peur qui était donc l'obstacle principal pour accéder à la fameuse porte découverte par Georges, mais dont Juliette semble en bonne voie pour la surmonter. En effet, lors de la réparation de la turbine, elle passe à 2 doigts de la noyade, et je pense qu'à terme cela lui servira à affronter sa peur. Toutefois, dans sa vidéo d'adieu, Georges annonce que l'eau n'était pas vraiment un problème. J'imagine donc que la profondeur n'est que de quelques centimètres, ce que ni nous, ni les personnages ne pouvaient deviner dans l'obscurité. Enfin, s'il y a bien un secret que l'on rêvait de pouvoir percer, c'est celui des écrans et du monde extérieur. Dans ma précédente vidéo, j'avais envisagé que l'air des combinaisons ait été empoisonné, expliquant pourquoi les gens ne survivaient que quelques minutes une fois dehors. Tout juste le temps de nettoyer et c'est fini. Mais échec, ce n'était pas tout à fait ça. Certains d'entre vous étaient de mon avis, comme par exemple Annie144p, qui partageait également mon avis sur la qualité des productions d'Apple TV. Ou encore Laurent, pour qui non seulement l'air était limité dans les combinaisons, mais en plus l'air ambiant était empoisonné. Un sacré combo. Là, c'est clair qu'il n'avait aucune chance. Mais il se trouve finalement que ce n'était qu'une question d'étanchéité du ruban adhésif volontairement de mauvaise qualité. Alors pour le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt original, je ne m'attendais pas à un truc aussi simple, mais ça rejoint un peu ma théorie, qui voulait que les dirigeants soient coupables de laisser ces gens mourir. Toutefois, la façon dont Walker découvre la supercherie est un peu facile elle aussi. On nous avait déjà dit que le ruban thermique que Juliette avait volé avant le début de la série était de moins bonne qualité que celui des machines. Mais Walker a su faire le lien très rapidement. Elle a réussi à comprendre que la raison pour laquelle le DIT s'en était pris à Juliette après son vol était en fait car ils avaient peur que leur secret ne soit découvert. Ils utilisent un produit volontairement défectueux pour tuer les exilés. Et donc Juliette, qui a eu droit à du vrai ruban pour sa combinaison, survit à sa sortie et découvre finalement que ce monde vert n'est qu'une illusion. Un hologramme que seuls ceux qui sont dehors peuvent voir. Ainsi, le monde en ruine que l'on voit sur les écrans est bien réel. Mais alors j'ai une question. Si c'est ça qui est réel, pourquoi l'illusion est-elle apparue sur l'écran pendant une petite seconde quand ils ont coupé le courant dans l'épisode 3 ? Justement, en voyant ça, j'ai cru que c'était le deepfake qui avait disparu un peu avant que l'écran ne s'éteigne. Or, là, il est au contraire apparu quand les ordinateurs se sont éteints. Je trouve ça un peu étrange. Tout aussi étrange que le fait que personne n'ait pu apercevoir cela au moment de l'extinction de la génératrice et que pas une seule personne n'en ait parlé ensuite. Juste une petite incohérence qui sera peut-être expliquée plus tard. Et concernant cette illusion au dehors, je suis sûr que beaucoup se sont finalement demandé pourquoi tant d'efforts et de risques si ce n'est pas réel, si le monde est bel et bien tel qu'on le voit depuis l'intérieur. Et bien simplement pour convaincre les exilés de nettoyer plutôt que de simplement tenter de partir. De plus, toutes ces émotions devaient faire augmenter leur rythme cardiaque et donc leur fréquence respiratoire, accélérant ainsi leur décès. Donc les fondateurs étaient certains que les habitants du silo assisteraient à leur mort sur grand écran. Et pour finir avec cette image de verdure et de petits oiseaux, j'ai trouvé extrêmement drôle, mais aussi presque ridicule, le passage où Juliette balance la vidéo sur tous les écrans et que Bernard hurle à ses sous-fifres de fermer les yeux, et de se retourner pour ne pas regarder l'écran. Mort de rire, déjà ils obéissent, mais c'est trop tard, ils l'ont vu, et ils ne sont pas prêts de l'oublier. De même que pour beaucoup d'autres, je pense, dans le silo. Donc cette vérité, qui au final elle aussi est un mensonge, a éclaté. Et tout comme elle poussait les exilés à nettoyer, là elle risque d'en pousser plus d'un à vouloir comprendre ce qu'il se passe dehors. À la toute fin, littéralement sur l'un des derniers plans, on découvre donc que le silo 18 n'est pas le seul, très loin de là. Et ils sont littéralement collés les uns aux autres. On voit donc Juliette ayant survécu à sa sortie qui se dirige vers ses nouveaux silos. On peut facilement deviner que les règles instaurées dans ces différents abris ont été les mêmes que pour celui que l'on connaît. Mais sont-ils tous dans la même situation ? Il est possible que l'un ou plusieurs d'entre eux aient vécu des révolutions qui, elles, auraient abouti à un changement de régime. Je verrais bien Juliette justement rejoindre l'une de ces sociétés qui aurait évolué de manière différente, plus libérale et démocratique. Ce qui déjà expliquerait pourquoi il la laisserait entrer dans leur silo, mais qui permettrait aussi à Juliette de poursuivre sa quête de réponse. Elle pourrait leur apprendre l'existence de la porte au fond du silo, celle que Bernard a fait semblant de connaître alors que clairement pas du tout, et cette porte pourrait être un moyen de voyager entre les silos, ainsi l'héroïne pourrait réinfiltrer son silo incognito pour y faire naître un véritable esprit de rébellion.
Pour conclure, je dirais que la série Silo est brillante, car elle soulève de très nombreux sujets profonds pour l'humanité. On a déjà le sujet de la vérité et du mensonge, ou plutôt du fait que l'on est prêt à accepter n'importe quoi, pour peu qu'on nous dise que c'est ça qui est vrai. Ou encore le sujet de la peur qui est omniprésente dans le show, entre l'eau pour Juliette, l'agoraphobie de Walker et cette espèce de crainte constante d'être dénoncé ou rejeté par les autres. En cela, ça rejoint aussi la thématique très forte de la collaboration à un système injuste et cohérent. Une société ne peut se développer sans connaître son histoire, mais c'est interdit, tout comme exprimer la moindre opinion. Il y a aussi la question des lentilles de grossissement qui sont prohibées, certainement pour ralentir, voire même empêcher tout progrès scientifique et technologique. Microprocesseurs, biologie, etc., etc. Et surtout, le plus gros problème de ce monde souterrain, c'est bien sûr le pacte entre les fondateurs et les habitants du silo, qui est son titre complet, et qui est donc littéralement un contrat social entre les menteurs et les moutons. Un contrat qui dit simplement que si le peuple obéit à toutes les règles, même les plus absurdes, il bénéficiera en contrepartie de la protection du silo. Alors comment ne pas parler de totalitarisme dans ces conditions ? Et je n'ai même pas besoin de reparler du contrôle des naissances abusé dans le silo. Les gentils moutons peuvent se reproduire pour assurer un cheptel bien docile, mais pas les descendants de ceux qui ont posé des problèmes ou simplement des questions. Bref, une première saison au top pour cette série au top. Comme je le disais en introduction, j'espère vraiment que la saison 2 ne va pas trop traîner à nous montrer quelque chose et qu'on va pouvoir espérer la voir d'ici l'été prochain. Car là, pour le coup, ça serait vraiment une torture d'attendre plus longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à me donner votre avis en commentaire, au petit pouce en l'air, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la chaîne. A ce sujet d'ailleurs, j'aimerais finir avec le commentaire de Pax81, très constructif là aussi, et qui m'a proposé de nouveaux sujets de vidéos. Analyser les séries For All Mankind et Foundation, toujours sur Apple TV+. Alors concernant For All Mankind, je l'ai commencé, mais je n'ai pas vraiment réussi à accrocher pour le moment. Donc rien n'est sûr de ce côté-là, mais concernant Foundation, adapté de nouvelles d'Asimov, je vais m'en faire une joie après la sortie de la saison 2 le 14 juillet. Et encore merci à toi pour ces suggestions. Sur ce, je vous laisse, et à très vite sur Anakaland. Bye.